Good. Bon, Ben, c'est parti. Ça va? Ça va et toi? En forme? Super. Eh ben, écoute, je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation pour l'ouverture de mon podcast. Mon premier invité. Et, Bah, merci de l'invitation. Et comme je te disais en antenne, j'espère que je vais te porter chance. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas c'était, voilà, c'est un plaisir de tourner ce podcast. On a tourné un premier Ouais, épisode sur ta chaîne. D'ailleurs, ouais, écoutez, le peu de personnes qui tomberont sur ce podcast, n'hésitez pas ouais. à aller voir le podcast. Tiens, si tu veux rappeler le nom de la chaîne rapidement, C'est Marina Imo. Marina C'est Imo. Marina Imo ou Marina Immobilier? Franchement, pour te Je dire, crois que c'est Marina Imo. Ouais, je crois que bon, bah, Ouais. tant mieux. Tu vois. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Vas-y. Déjà, je vais me présenter, puisque en vrai de vrai, c'est mon premier Ouais. épisode. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas sûrement. Et donc, écoutez, moi, c'est Hilal Medini. Je suis le fondateur de l'agence Medini Homes, qui est une agence de gestion locative d'appartements en courte durée à Dubaï. On fait également de l'ameublement. Je suis installé à Dubaï depuis maintenant 3 ans. Et voilà. Bon, pour ma petite présentation C'est succincte. court, mais Voilà. c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est plus de toi qu'on va parler. Ok. Écoute, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un truc qui est intéressant avec toi, c'est que tu es là à Dubaï depuis très longtemps. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait hyper intéressant de parler avec toi, de discuter un petit peu, parce que avoir des gens qui ont autant de recul sur l'Émirat, Ouais. on n'en rencontre pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui échouent très rapidement. Généralement, quand tu es installé depuis un moment, après, voilà, tu as tes bases, tu connais les rouages. Mais voilà, écoute, si tu peux te présenter, nous Ok. expliquer un peu ton parcours depuis Ça ces marche. 10 ans. Ça marche. Moi aussi, je vais essayer de faire court. Donc, je m'appelle Abdel Ben Daoud. Je suis arrivé à Dubaï fin 2010. Fin 2010, ouais. Ah ouais. J'avais 24 ans. Ah Je ouais. suis arrivé à Dubaï, j'avais 24 ans, sans vraiment de plan bien précis, bien établi. J'ai travaillé un petit peu pour le groupe Chaloub dans le marketing Ok. et ensuite dans la vente. Groupe Chaloub, c'est un peu l'équivalent, je ne sais même pas s'il y a un équivalent en France. C'est eux qui ont Ouais. les franchises de beaucoup de la plupart des grosses marques du groupe marques, LVMH. ouais. Donc moi, en l'occurrence, je bossais pour Christian Dior. J'ai fait 2 ans exactement. Ouais, 2 ans et demi. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté et après je me suis mis dans l'immobilier à 100%. Ah donc, Ouais. t'es dans l'IMO depuis très très Ouais, longtemps dans finalement l'IMO à depuis Dubaï. très longtemps. Après, je suis passé par beaucoup de galères Ouais. dans l'IMO. J'étais à mon compte. Quand je dis à mon compte, pas en agence, c'est genre freelance. Chez Damac, j'ai bossé. Et après, j'ai bossé chez des agences. Chez des agences. Ok. Et ensuite, on a monté une agence à plusieurs avec certains acolytes que vous avez dû voir sur la chaîne. Et voilà. Ouais. Et donc cette agence, tu l'as montée il y a combien de temps? Exactement en 2000. On l'avait montée en 2015 Ok. avec l'ami Ben. Ouais. Ensuite, ça devenait compliqué à gérer parce que moi, en 2015, c'est le moment où j'ai commencé à faire pas mal d'allers-retours en France parce que j'ai monté un business en France. Et Ben, on n'était pas à 100%. Ouais. Ben, il était impliqué à moitié parce qu'il avait encore un boulot. Il était manager export et même lui voyageait beaucoup. Il allait notamment au Brésil et en Afrique. Donc, on va dire que c'est à partir de c'est 2021, fin 2021, même Ben, il a quitté son boulot et on s'est mis à fond. 2021. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur? Tu t'es dit, ok, on arrête tous les à côté, on se focus sur ça. Après, moi, à titre perso, j'ai toujours eu les 2 pieds dans l'IMO. Ok. Tu vois, mais c'était vraiment, je faisais ça, j'avais pas l'impression d'avoir une agence, quoi. Ok. Comme peut-être toi, ce que tu fais maintenant, j'avais plus l'impression d'avoir une entreprise familiale où tu es tout seul, tu as peut-être ton ami qui aurait pu être ton frère qui t'aide pour la compta et certaines factures. Et c'est tout, tu vois. On n'avait pas une vision globale, recruter des gens. À cette époque, j'avais jamais recruté d'agents, tu vois, dans l'équipe. Ouais, tu bossais, en quelque sorte, avec ton agence, mais tu en Ouais. quelque sorte toujours freelance, finalement. Voilà, freelance, je faisais mes petits rendez-vous, j'avais mon petit réseau. Ouais. Et ça se limitait à ça. Je faisais pas de pub en ligne, rien du tout. C'était vraiment du réseau, je te dis, une société familiale. Ouais. Et après, tout simplement, quand on a vu la vague, sincèrement, moi, je l'ai pas vu venir. Pour être honnête, je l'ai pas vu venir. C'est quand j'ai commencé à avoir des amis à moi qui n'avaient rien à voir avec l'immobilier et qui ont commencé à me dire, qui closaient des deals et tout. Je fais, là, il y a un virage à prendre et faut pas se louper. Ouais, donc en fait, c'est ça qui. Donc toi, tu étais quand même là, installé avant la vague. Ouais, bien avant. Ton agence, en tout cas. Ouais. Puis finalement, ça t'a permis de bien pouvoir la surfer quand elle est arrivée, quoi. Ouais. Et donc, tu as vraiment ressenti, parce que finalement, Dubaï, on en parle depuis très longtemps, tu as vraiment ressenti un switch entre, je sais pas, on va dire que c'est autour du Covid que ça a commencé.
Parce que finalement, moi aussi, c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à Dubaï pour l'investissement immobilier. Donc, tu as vraiment Ah ressenti ouais. un gros switch, quoi. Et franchement, je ne l'ai pas compris. Je vais être honnête avec toi. C'est pour ça que je te dis, je suis humble à ce niveau-là. Je ne l'ai pas vu venir. Ouais, Du tout, je ne l'ai pas vu venir parce que c'est marrant, tu vois. C'est une bonne leçon de vie. Tu remarques que c'est pas parce que quelque chose te paraît évident que ça l'est pour tout le monde. ouais, Pour moi, en fait, Dubaï, c'était connu depuis très longtemps, en fait. Tu vois, dans les débuts, en fait, j'ai vu l'évolution. Dans les débuts, c'était un peu une destination niche. C'est-à-dire, tu avais beaucoup de gens qui partaient en Asie et qui faisaient leur escale à Dubaï. ouais. Tu avais les gens qui étaient, je me souviens à l'époque, qui étaient assez religieux, qui connaissaient déjà Dubaï, tu vois, notamment dans la communauté franco-maghrébine et tout. Tu avais même ceux qui venaient à Dubaï pour du business, ils achetaient des téléphones, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Après, au bout d'un moment, ça commence à être connu du grand public, tu vois. Moi, je te parle vers 2016, 2017. Pour moi, ça y est, Dubaï, c'était, leur réputation, elle n'était plus à faire. Tu avais encore dans la communauté franco-française, encore des gens qui avaient des idées reçues sur Dubaï, comme quoi que c'était voilà, assez strict, niveau religieux, il n'y a pas grand-chose à faire, etc. Ça, encore, eux, je peux comprendre que l'info soit venue plus tard. Ouais. Mais pour moi, Dubaï, c'était connu depuis longtemps, mais force est de constater que non, en fait. Est-ce que c'est parce que toi, tu y étais et du coup, tu avais cette vision un peu, vu que tu avais déjà les deux pieds dans le plat, Ouais. tu t'es. Je pense que c'est ça. Ouais, C'est pour ça que, et petit aparté, c'est pour ça que je pense, hein, c'est bien, dans n'importe quel type de business, c'est bien de parfois de faire des coupures ouais, prendre du pour les recul. vacances, prendre du recul et prendre la température un petit peu. Parce que quand tu as trop la tête dans le guidon, tu te rends pas compte de ce qui se dit de Dubaï ailleurs. Toi, tu vois, tu es un peu Ouais. bloqué. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est hyper intéressant de voir ce switch-là. Et alors, au-delà du fait que l'immobilier a vraiment connu un boom, en plus, c'est assez particulier parce que finalement, des projets immobiliers, il y en a depuis. Il y en a toujours eu, tu vois. Toujours, c'est plus l'intérêt, Mm. notamment francophone, Ouais. qui a explosé, puisque je pense que les Indiens, eux. Ouais, non, ça a toujours été, Ça a toujours été pour eux. J'en ai déjà parlé dans un podcast. Il n'y a pas d'équivalent. Ce que Dubaï représente pour les Indiens, on n'a pas d'équivalent, nous, en France. Tu peux même pas dire c'est le Marrakech des Français ou quelque chose comme ça. C'est une extraction de l'Inde, en mieux. Ouais, c'est ça. C'est l'Inde sous stéroïdes. C'est un émirat indien. Ouais, quoi, vraiment, en fait, tu vois. ouais. Et même les Russes, bon, il y a eu une grosse vague de Russes depuis la guerre, Ah, mais récemment, ça ouais. fait depuis que moi je bosse dans l'immobilier, les Russes, ils achètent. Ouais. Sauf que là, c'est vrai que ça a changé, ils achètent partout. Avant, ils achetaient dans des endroits ciblés. Mais pour les Français, ouais, non, maintenant, avec le recul, j'arrive à un peu comprendre ce qui s'est passé, mais sur le coup, je ne l'ai pas vu venir. Est-ce que, en essayant d'expliquer un Mhm. petit peu, est-ce que tu penses que c'est. Parce que moi, j'étais pas là, donc je sais pas quels étaient les plans de paiement qu'il y avait avant, quelles étaient les facilités d'achat qu'on pouvait avoir également. Je sais que le Covid a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui tournent leurs yeux vers Mhm. Dubaï aussi, notamment les Français. Mhm. Typiquement, moi, je suis exactement dans cette catégorie de personnes-là, puisque moi, je connaissais très bien Dubaï et donc je venais souvent, mais c'était hors de question d'investir ici avant le Covid, tu vois. Et moi, ce qui m'a vraiment attiré, ce sont Plans de paiement. les plans de paiement, tu vois. Et puis après, la qualité des projets qu'il pouvait y avoir. Bon, la qualité, quand tu es en France et que tu n'as pas vu le Ouais, voilà, truc, sur parce le papier. qu'il y a de tout. Ouais, il y a Voilà, de tout, il y a il y de a très tout. bons projets, il y en a d'autres un peu moins. Quand tu es ici, tu fais plus la différence. Mais ouais, alors moi, il y a un autre truc. Donc là, on parle vraiment de l'immobilier, mais est-ce que tu penses qu'il y a également un changement des mentalités entre le Dubaï d'il y a 10 ans et le Dubaï de maintenant? Parce que c'est vrai que quand tu es là depuis 10 ans, tu peux voir des changements de la ville, mais c'est une ville qui est en constant mouvement aussi. Donc les gens, ils viennent, ils partent. Il y a beaucoup plus de francophones, de Ouais. français. Est-ce que, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ok, ça va être, ça va être mitigé, on va dire. Ouais. Après, il y a toujours de la nostalgie. Tu vois, de manière générale, c'est toujours de la nostalgie. Même, C'est toujours mieux avant. voilà, tu repasses devant ton école. À l'époque, c'était peut-être pourri. Et quand tu te replonges dans tes souvenirs, tu vois, c'est ça la nostalgie. C'est la définition même de la nostalgie. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait une vraie ambiance village. Il n'y avait pas autant d'endroits. Ouais. Avant, je me souviens, 2012, 2011-2012, JBR, c'était the place to be, quoi. Ouais. Tu étais là, en plus, elle était construite différemment. Il n'y avait pas autant de choses. C'était juste la première rangée des anciens immeubles beige, là. Et après, tu avais un énorme parking et tu avais la plage. Et tout le monde se mettait au niveau des cafés. Il y avait le café français, Paul. Et c'était l'avenue des Champs-Élysées, quoi. Et Ouais. tout le monde se connaissait. J'exagère pas quand je dis c'est vraiment ambiance village. Il n'y avait pas tant d'endroits que ça, tu vois. Et c'était sympa, tu vois. C'était sympa. La communauté française était plus petite, mais plus soudée. Après, attention. Donc ça, c'était les bons côtés. Je te dis la nostalgie. Les côtés un petit peu plus chiants.
les mentalités, elles ont évolué. Notamment, par exemple, les Émiratis. Ouais. Tu avais certains comportements. Après, moi, à titre perso, j'ai jamais eu de problème. Mais les mecs, ils conduisaient vraiment comme des fous. Ah, ça, c'est vrai. C'était un peu l'anarchie. Même en France, on avait des vidéos qui Ouais, les tournaient mecs, et ils tout à roulaient comme des l'époque. fous. Après, je suis pas le roi des écolos, mais quand même, ça veut dire, tu vois des mecs qui mangeient McDo, ils retiraient la vitre, ils descendaient la vitre, Où j'étais dehors. ils jetaient dehors, normal. Ou le mec, le local, il roule sur Jumeirah, il voit un pote à lui, il s'arrête et lui il parle. Et toi, tu es derrière. Ouais. C'était un peu le. Ça me rappelle un petit peu l'Arabie Saoudite maintenant. L'Arabie Saoudite, c'est c'est vrai. encore un peu comme ça. Et il n'y avait pas autant d'infrastructures. C'est plus côté émirati Ouais. que tu vois un vrai changement dans les Ouais, mentalités. parce que dans les expats, je vois plus d'expats blancs, entre Ouais. guillemets. Je parle pour les Français, là. Avant, les expatriés qu'il y avait, c'était un peu sans faire l'archétype, c'est du maghrébin diplômé qui n'arrive pas à Ouais, c'est trouver de vrai. boulot. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup, dans les francophones, de franco-maghrébins, Ouais. qui avaient des bons postes, tu vois, pour la plupart. Et maintenant, je vois beaucoup de Français, Sylvie, maintenant, il y a tout. Chantal, Raymond, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça a changé un petit peu. Ouais. Mais sinon, toujours autant d'Indiens, communauté british très présente. À l'époque, il y avait moins d'Africains. Il y Ouais. avait moins d'Africains d'Afrique subsaharienne, tu vois, d'Afrique noire. Ouais. Maintenant, t'en vois pas mal et tout dans C'est les vrai. restaurants, cafés, dans les hôtels. Avant, c'était Philippins, Indiens, Pakistanais et, comme d'hab, Commonwealth, Australie, Angleterre Ouais. et plus les Français. Ah, c'est marrant quand tu vois, tu me parles des Émiratis de cette manière. Moi, là, aujourd'hui, alors, je les ai pas connus avant. De toute façon, même aujourd'hui, tu les croises que Ouais. très peu. Mais quand même, le peu de fois où tu les croises, bon, à part quand tu es dans le côté entrepreneur et que tu te retrouves à faire un peu des papiers, ce genre de Ouais. trucs-là. Et donc là, tu vois un petit peu le comportement de certains. Mais globalement, ceux que tu croises, en tout cas, moi, les entrepreneurs que j'ai croisés, on se rend pas compte, mais l'éducation qu'il y a eu ici, Ouais. de leur population, Ouais. elle est incroyable. Ils ont fait un gros boulot, gros taf, gros taf, bravo. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Mm. Parce que moi, j'ai pas connu cette période-là. En tout cas, j'ai connu en tant que touriste. Et je vois aujourd'hui le comportement, moi, des Saoudiens, qui effectivement... Ouais, tu vois la différence. Ouais, on sent qu'il n'y a pas le même travail éducatif et de civisme, on va dire, Voilà. en Arabie Saoudite. En tout cas, pour le moment, puisque effectivement, ça change beaucoup. Ouais. Donc, ouais. Bah, écoute, ça, c'est déjà un point intéressant. Et Après, attends, un dernier point, Ouais. pour rebondir sur ce que tu as dit sur les Émiratis. Je t'ai dit, il y avait un peu le côté négatif, même si c'est pas la fin du monde. C'est pas parce qu'un mec qui jette son sac du McDo. La preuve, avec du temps, ça c'est. Tu vois, tout s'est Ouais. rectifié, tout marche existe. droit maintenant. Ouais. Mais par contre, à côté de ça, il y avait encore le français, il y avait encore de l'exotisme lié au français. Notamment pour les personnes qui cherchaient des investisseurs, que ce soit sur le marché du travail. Être français, à l'époque, c'était une vraie plus-value, ce qui n'est plus du tout le cas. Ouais, tu c'est vois. clair. Mais ça, c'est un. Ouais. Tu vois, une des raisons pour lesquelles aussi je veux faire ce podcast, c'est pour. Et en plus, c'est marrant parce que j'ai eu un coup de fil juste avant que tu arrives. C'est aussi, j'aimerais bien que mettre les gens au courant, les Français qui veulent s'expatrier. Ouais. Tu vois, on m'a fait une demande là récemment, enfin juste avant que tu arrives. Le gars me dit, écoute, Hilal, t'es dans l'immobilier, t'es dans la gestion locative, j'imagine que tu as besoin de pas mal de maintenance. J'aimerais venir monter ma boîte de maintenance et tout et tout. Je dis, mais mon pote, je suis désolé, je peux te donner du travail, mais tu seras jamais rentable. Ouais. Tu vois, face à un Indien, tu feras jamais le poids niveau prix. Et peut-être qu'en qualité, tu vas être au-dessus, mais à un moment donné, la qualité. Ouais, c'est. Enfin, voilà, Tu repeins un mur ou tu refais une c'est ça. robinetterie, c'est pas Exactement. non plus. La qualité d'une peinture, il n'y a pas une plus-value Ouais. énorme, tu vois. Et donc, ouais, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé Non, sur vas-y, je t'en ça. prie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que être français, c'est un bac plus 5 ou un doctorat sur le CV. Ouais, il y a 10-15 ans peut-être, mais Ouais. c'est fini. Et pareil pour les gens qui cherchent. Je me souviens, moi, j'ai connu une époque. C'est dommage, j'ai tenté 2-3 choses. On pourra en reparler un jour dans un autre podcast. Mais à l'époque, tu avais vraiment moi, j'ai des amis à qui ça arrivait. Tu pouvais vraiment rentrer dans un mejles. Mejles, c'est l'endroit où se réunissent les hommes. Ok. C'est plus dans la culture du Golfe. Ouais, Parce ouais. que ça sent en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar. Et c'est souvent le soir. Ils dînent ensemble et après ils prennent un thé, café toute la soirée jusqu'à tard. Et ils reçoivent des invités. C'est pas forcément des princes ou des choses comme ça. Ils reçoivent des invités. Ça peut être des mecs. Le gars, il bosse à l'aéroport. Il peut avoir un mejles avec ses cousins. Ouais, et ses potes. c'est leur coutume. Voilà. Et toi, tu viens. Ils aiment bien inviter des gens. Et dans ces mejles,
tu proposes ton business, tu mets en avant ton business plan. D'accord. Et j'ai un pote à moi, il a trouvé un investisseur. Et quand je dis un investisseur, il avait investi à l'époque $700 000 dans son business. Tu vois, parce qu'il y avait tout un truc, c'est les Français qui viennent chez nous, machin. Et ça c'est perdu. Maintenant, essaye de trouver un investisseur, c'est très compliqué. C'est clair. Bah, j'en vois tous les jours. Moi, j'en accueille beaucoup des expatriés qui viennent 1 mois, 2 mois et qui repartent. Mais je vais même te donner juste mon exemple, tu vois. En France, j'ai jamais postulé pour un poste dans mon métier. Moi, je suis un ancien directeur d'hôtel. Au début de ma carrière, bien sûr, mais après, on n'a fait que de m'appeler. Et quand je suis venu ici, je comptais, mon objectif, c'était de travailler une petite année et puis ensuite lancer mon business. Je crois que j'ai dû déposer une bonne centaine de CV. Et pourtant, énorme. Tu vois, je suis. Ouais, t'as qualifié. La France, c'est l'hôtellerie, c'est un level. L'hôtellerie, en plus, j'ai fait quand même de très beaux hôtels, des ouvertures. Et je n'ai fait qu'un seul entretien pour un grand resto sur Jumeirah. Et l'entretien, le resto était tenu par des Français. A tellement pas respecté. En gros, elle m'a fait attendre dans une salle sans clim. Je suis parti la voir, je lui ai dit écoutez, désolé, vous choisissez votre directeur, mais je choisis aussi mon employeur, donc je vais partir. Je pense que c'est un manque de respect de me faire attendre 1 heure presque. Tu vois. Ah ouais, en fait, je me suis dit, attends, c'est le seul entretien que j'ai eu. Et en France, on continuait de m'appeler, tu vois, alors que j'étais ici, tu vois. Donc, même capé, même avec des très bons diplômes, avec une grosse expérience, si vous n'êtes pas dans un domaine particulier, tu vois. Moi, ma femme, par exemple, elle est venue, elle avait trouvé du travail avant qu'on arrive. Ah, ça, c'est l'idéal, ça. Elle sortait de l'école, 0 expérience. C'est juste qu'elle est dans un domaine totalement nouveau, pour lesquels il n'y a même pas de diplôme en France encore. C'est-à-dire que elle est data scientist dans les Comp and Ben, Compensation and Benefit, et donc rémunération et avantages sociaux. Donc c'est une nouvelle. C'est une niche de chez niche. C'est une niche. C'est très recherché. En France, ça existait plus dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis. Et forcément, États-Unis, Dubaï. Clairement. Et du coup, elle a trouvé facilement du boulot. Et bon, là, aujourd'hui, elle fait autre chose. Mais il la saoule pour qu'elle revienne. Mais c'est très, très rare. C'est quand même c'est super précis, comme tu as dit. C'est la niche d'une niche, presque. Voilà, c'est ça. Dubaï, c'est plus... non, c'est pas en tout cas, pour le travail, en tant que Français, c'est pas l'Eldorado. On veut pas noircir le tableau. Il faut tenter sa chance. Exactement. Mais venez armé. Pensez pas que juste le passeport français, ça fait la diff, quoi. Exactement. Moi, je sais pas ce que toi, t'en penses. J'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup plus simple. Si tu es dans le bon domaine, bien sûr. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile d'entreprendre maintenant ou avant, il y a 5, 6, 7 ans? Non, maintenant. Pour le coup, maintenant. Après, attention. Pareil, même ça, on est obligé d'être mesuré. Tout ce qui est démarche, coût de société, c'est maintenant. Avant, Ben, pour ceux qui l'ont déjà vu dans nos podcasts, il avait monté une boîte en 2010. Il est venu 1 an ou 2 ans avant moi, Ben. Genre 2011, il avait monté une General Trading. C'est à savoir que c'est la licence la plus chère parce qu'elle te permet de faire tout type de business. Ok. Tu fais de l'import-export, t'arrêtes, tu veux ouvrir un barbershop, tu peux, avec la même licence. La même licence, d'accord. Mais il avait payé, je sais plus, une somme mais astronomique à l'époque. Et même l'ouverture de compte, tout était compliqué. Tout était compliqué et cher surtout. Même les kefils, c'est-à-dire les sponsors, etc. Il y avait pas. Maintenant, tu peux être. T'es même pas obligé d'ouvrir en free zone. Tu peux être en mainland sans avoir de sponsor. Donc ça, c'est clair que ça a changé la donne. Mais est-ce que ça en valait la peine? Pour l'expérience, oui. Il a appris comme pas deux. C'était un accélérateur de particules. Il a grave appris. Après, je pense qu'il aurait dû persister. Après, ça, c'est son histoire propre. Il y en a qui ont fait plus d'argent que lui. Il y en a, j'imagine, moins que lui. Mais par contre, le business, entreprendre, c'est devenu plus facile. Mais encore une fois, ce que je l'avais déjà dit, il me semble, dans Dubaï, sa qualité, c'est aussi son défaut, pas de barrière à l'entrée. Le fait que tout le monde peut arriver, ils ont facilité la tâche, tu te retrouves avec plein de gens qui font la même chose. Il faut être créatif et être bon dans ce qu'on fait et pas lâcher l'affaire. Et être sûr que ce qui est arrivé aux personnes qui te contactent, être sûr de ne pas se retrouver en concurrence avec une main-d'œuvre peut-être moins qualifiée, mais tellement moins chère que les gens n'y réfléchissent pas. Oui, c'est clair et net. Mais ce que tu dis sur la barrière à l'entrée, c'est tellement vrai. Moi, dans mon propre business, j'ai beaucoup de gens qui essayent de faire du holiday home, tu vois. Notamment, alors que ce soit des individuels ou des agences qui essayent aussi, c'est tout à fait normal. Tu vois, c'est des domaines qui sont extrêmement liés, mais c'est 2 métiers différents.
Je te confirme. Je te confirme. Et, euh, et, et- et en fait, j'ai vu plein d'agences se manger, même des grosses agences, hein. Tu vois, je sais pas si tu connais Better Homes. Ouais, je connais, bien Ils sûr. sont en train de se manger sur la partie Holiday Home. Parce que sur la vente, ils sont très très bons. Oh, ils sont énormes. Mm. Mais tu vois, des agences qui Ouais. ont des moyens comme ça, ils sont en train de se manger les Je doigts. savais pas. Pour le J'étais coup. en rendez-vous avec on a la même société de ménage. J'étais en rendez-vous avec la société de ménage, avec le boss de la société de ménage qui s'occupe de ma boîte également. Et il me dit, mais c'est catastrophique. Bon, Non, en mais épargnant ouais, les non, mais détails, ouais. tu vois, mais en gros, ils n'y arrivent pas du tout. Alors, il y a différentes raisons. C'est que, le Holiday Home, il n'y a pas de formation pour ce genre Ouais. de métier-là. Tu vois, souvent, c'est des gens qui sont dans le tourisme ou dans l'hôtellerie ou alors qui ont fait de la conciergerie dans d'autres pays qui en font ici. Parce que franchement, c'est très technique. Il y a beaucoup d'outils à utiliser, du revenu management et tout et tout. Mais il y a des barrières à l'entrée. Tu vois. Donc forcément, ça rend quand même. Ouais, les choses plus compliquées. Enfin, la concurrence, elle est moins. Ou alors, quand il y en a, en général, il y a une sélection naturelle. Exactement. Ils partent, Donc c'est beaucoup plus. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est que c'est beaucoup plus facile pour ceux qui ont soit les compétences, si la barrière à l'entrée c'est de l'argent, soit de l'argent. Mm. Et en l'occurrence pour ce métier-là, c'est vraiment les deux. Soit le réseau. Ouais. Voilà. Le Ouais. réseau, c'est aussi important. Mais en fait, j'aimerais qu'on parle bien de ça, tu vois, parce que les gens qui viennent il y a un autre effet qui est lié à tout ça, c'est que il y a des agences ou des agents ou des personnes qui vont monter des boîtes qui ne sont pas du tout dans leur domaine, qui n'ont pas d'expérience là-dedans, et finalement, ils font un peu n'importe quoi, et ça entache un peu la réputation Ah, c'est clair. du domaine où, tu vois, dans l'immobilier, on a le cas, tu vois. Il y en a un paquet. Et ça entache de plusieurs manières, parce qu'en plus, regarde ce que tu as dit, c'est l'exemple parfait. Nous, on le voit dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, donc tout le monde arrive. Après, tu pourrais dire, écoute, concurrence saine, que le meilleur gagne, sélection naturelle. Ouais. Ceux qui font leur boulot correctement, on va le voir sur la durée. Mais le problème, c'est qu'après, ce qui se passe, c'est que tu as un impératif financier. C'est que toi, tu perds des plumes, c'est-à-dire toi, ton business model, si je ne me trompe pas, il est peut-être différent parce que toi, c'est vraiment le bouche à oreille qui t'aide beaucoup. Ouais, moi, C'est beaucoup de bouche à oreille. j'ai beaucoup d'apporteurs d'affaires, surtout, Voilà. en fait, qui sont des agents immobiliers ou des agences immobilières avec qui on a des partenariats et pour qui on gère toute la gestion de leur appartement, les appartements de leurs clients, en tout cas. Ça, c'est top parce que c'est organique. Et là, si tu veux, c'est comme si tu te fais un sillon. Genre, c'est comme s'il y a une bagarre à côté. Toi, tu es là, tu avances à ton rythme. Je te dis pas que tu sprints, mais tu avances Exactement. pendant que là-bas, ça se castagne, tu vois. Exactement. Mais le souci, par exemple, nous, on est obligé de faire de la pub en ligne. Ça suffit pas que le bouche à oreille. Ouais. Mais le souci, c'est que même le mec qui arrive, on les appelle les étoiles filantes. C'est-à-dire, le mec, il ouvre sa boîte, il fait n'importe quoi, mais il a quand même un minimum de capital. Donc, il va quand même mettre un budget sur les mêmes types de mots que toi, recherche appartement à Dubaï, achat, machin, plan de paiement. Donc, ça fait qu'à cause d'un mec qui fait juste un essai et qui se plante, il rend ton discours inaudible. Tu sais, tu disparais un peu dans la masse, Dans après, la tu sais masse, même plus ouais. qui est qui. Donc, même les mecs qui viennent, qui restent que 4 mois sur le marché, ils te mettent quand même des bâtons dans les roues. Ouais. Donc, ils te compliquent un peu la tâche, tu C'est vois. clair. Plus de ce point de vue-là, mais aussi peut-être ceux qui vont faire en sorte que on va avoir une mauvaise image de l'immobilier parce que comme ils arrivent, ils connaissent pas le marché. Certains arrivent à faire quelques ventes, mais des fois c'est soit ils n'ont pas bien briefé les clients sur l'investissement qu'il a fait, donc du coup déception. Ouais. Parce que des fois c'est juste une histoire Ouais, parce que c'est le discours en fait. de discours et d'attente. Parce que si tu crées des attentes trop élevées à ton client, derrière il est déçu alors que ça se trouve il a un super projet. Grave, Tu vois. on l'a vu plein de fois, ça, c'est clair et net. Et alors ça c'est un sujet aussi que je voulais aborder avec toi. Toi vous faites beaucoup de marketing ou pas? Parce qu'en fait, pourquoi je te pose cette question, c'est qu'il y en a qui mettent énormément de budget dans le marketing. J'ai parlé avec d'autres boîtes qui, eux, misent plus sur la réputation. Mais pour moi, on peut très bien faire les deux et au contraire. Tu vois? C'est-à-dire que c'est vrai que pour moi, celui qui fait du marketing, qui a un très gros marketing, il va avoir beaucoup de nouveaux clients entrants. Et donc, il va être beaucoup plus visible, on va le contacter plus facilement. Par contre, si derrière, il fait n'importe quoi, il n'a pas le bon discours, il vend n'importe quoi, enfin peu importe, sa réputation effectivement elle est entachée, mais le nouveau client qui est séduit par le marketing, il le sait pas encore, tu vois. Et en même temps, il y a l'opposé, le gars qui mise tout sur la réputation, qui a une croissance. Pour moi, en tout cas pour l'immobilier, c'est compliqué parce que tu n'as pas de recurring ou très peu, donc qui a une croissance qui est très faible, mais c'est un super agent et donc
il n'a pas de marketing pour servir son discours ou son service, tu vois. Toi, comment tu te positionnes par rapport Je à pense que ça? c'est marrant que tu parles de ça. C'est un sujet que je veux traiter depuis des mois et des mois. Et à chaque fois, on repousse, on parle d'autres choses dans les podcasts, mais c'est super important ce que tu dis. Franchement, c'est très compliqué. Il faut être un funambule parce que plein de fois, j'ai eu ce discours-là avec des amis qui sont dans le milieu. J'ai un ami notamment qui me vient en tête. Si malheureusement, il savait servir, je ne sais pas si c'est malheureusement, heureusement, s'il savait servir des réseaux ou s'il y avait quelqu'un qui le suivait, il ferait des millions tous les mois parce qu'il a un réseau de dingue. Il connaît son métier sur le bout des doigts. Bon, il n'aime pas les caméras. Il est un peu de l'ancienne école. Après, même nous, je ne vais pas te mentir, on n'aimait pas. Mais On a mis du temps à on a s'y mis du mettre, temps hein. et parfois, je me dis qu'on a mis même trop de temps parce que un peu à l'ancienne, tu n'as pas envie de te montrer. Ouais. Mais après, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que c'est comme un joueur de foot. C'est le meilleur, mais en bas, personne ne le connaît. Exactement. Au bout d'un moment, c'est bien beau, mais s'il n'y a que ta mère qui sait que tu es fort Et au voilà, foot et tes frères et exactement. sœurs, je pense que c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu. Parce que moi, j'étais tout pour la réputation. C'est pas qu'on avait un truc, c'est même pas qu'on visait la réputation, c'est pas qu'on a un truc d'ego, on veut que. C'est juste qu'on avait une façon de travailler. On se voyait pas faire des snaps toute la journée, ça ne nous représentait pas. Donc, nous, on est des agents immobiliers. On Ouais. connaît le marché, on connaît le métier. Donc, on est resté là-dessus. Sauf que parfois, tu es obligé de te mettre au goût du jour. Et je me suis aperçu aussi que le Dubaï, il y a un truc qui est bizarre, c'est que les gens n'ont pas de mémoire. Je vois par exemple le succès de Damac. Ouais. C'est un promoteur avec lequel on travaille, qui a des gros défauts et des qualités. Ouais. Tu vois, comme tous les promoteurs, il faut savoir, si tu achètes le mauvais produit au mauvais moment de Damac, tu te manges un mur. Au contraire, si tu achètes au bon moment le bon produit, tu t'en sors très bien. C'est vrai. Mais Damac, ça fait des années qu'ils ne livrent pas en temps et en heure. Que de temps en temps, ils sont un peu plus que bizarres sur les cahiers des charges. Et parfois, ils ne respectent pas les tailles. Parfois, je ne dis pas tout le temps, tu vois. Ouais. Et malgré tout, c'est un bulldozer. C'est une machine. Ça veut dire combien de fois j'ai proposé d'autres produits à des clients. Ils me disent non, moi, je veux ça. Je veux du Damac. Je veux du Damac parce qu'il a vu une cascade sur la brochure et tout. Donc, c'est là que je me suis rendu compte. C'est avec ça, avec cet épisode-là, je me suis dit, en fait, les gens, Dubaï, c'est comme une machine à laver. Tu sais, comme il y a du sang frais à chaque fois qui arrive, les gens, ils savent pas. Ou je sais pas si les gens, la mauvaise info ne remonte pas. Ça fait que même le gars, tu te dis, il est tordu, machin. Après, c'est bizarre. Parce que ça crée de la frustration, toi. Tu dis, attends, j'ai pas envie de faire comme lui parce que le mec, il est plus que borderline. Ouais. Mais à côté de ça, tu vois le mec, peut-être, il vend 4 fois, 5 fois plus que toi. Ouais. Et après, au d'un moment, vu que tu es du métier, tu connais les chiffres. Tu dis, attends, putain, tu fais tes calculs sans trop rentrer dans ce qui gagnent les gens, on s'en fout, tu vois. Mais après, tu dis, attends, le mec, ça veut dire, il a pris tant ce mois-ci. Et moi, avec mon délire, sur mesure, c'est comme un mec qui fait du sur mesure, mais il vend un costume tous les 2 mois. C'est ça. Au bout d'un moment, il faut trouver le juste milieu. Sauf que toi, ta commission, elle n'est pas plus élevée parce que tu fais du sur-mesure. Exactement. Et surtout, il y a un autre truc, les gens ne le remarquent pas. Moi, je vais te dire un truc, j'ai toujours été, c'est un débat que j'ai souvent avec Ben. Ben, à la base, il faisait un truc que moi, j'aimais pas. C'est-à-dire que je trouvais ça pas classe de dire les services qu'il rend, en fait. En fait, chaque chose qu'il fait, il le dit bien au client. Ouais. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, c'est pas comme ça. Moi, tu vois, je préférais ne pas le dire. C'est comme, je vais te donner un exemple, toi qui es de l'hôtellerie. C'est comme quelqu'un qui va dans un palace, Plaza Athénée. Il va, il paye 1 000 € la chambre. Ouais, d'accord, le quartier est sympa, la vue est belle. Mais il se rend pas compte pourquoi ça vaut tant. Parce qu'il n'a pas vu peut-être toutes les petites mains, tu vois, le truc. Ouais. C'est comme ça, quand il ferme sa porte, ça grouille de monde. Et, tu vois. Exactement. Nous, c'était un peu pareil. Et après, je me suis dit, franchement, tu sais quoi, Ben, il a raison. Parce qu'au final, les gens, ils sont pas reconnaissants. Pas tous. Mais les gens, ils se rendent pas compte de tout ce que tu as fait pour eux. Ils pensent que c'est normal. Et ça, j'ai remarqué que c'est lié aussi et c'est très spécifique à l'immobilier, à la vente immobilière. C'est que vous créez des relations avec vos clients de proximité parfois, qui fait que forcément, tu peux pas dire ça à ton pote, tu vois. Ouais. Tu peux pas dire, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et surtout, c'est très difficile de se dire, de lister finalement quels sont les services que tu vas donner en tant qu'agent immobilier. Et tu vois, on va dire un truc tout bête, mais je vois des agents qui refusent de faire des états des lieux, par exemple. Et je trouve, on peut trouver ça normal, tu vois. Bon, leurs clients, ils sont en France. Moi, leur boulot, eux, c'est de vendre. La réalité, c'est qu'il y a tellement de concurrence, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde va le faire. Mais si demain, il n'y avait pas cette concurrence-là, et que quoi qu'il arrive, il ferait autant de ventes qu'il le fasse ou pas, il ne se prendrait pas la tête à se dire non, par contre, c'est pas dans les services que je propose, c'est un autre métier. Un état des lieux, c'est quelque chose de. En plus, c'est la réalité. Ouais, c'est quelque chose de sérieux. Si demain je loupe un truc est cassé ou quoi, ça me retombe dessus. Clairement. Et c'est vrai que c'est difficile parce que, bon, moi, c'est un peu le cas, mais c'est différent.
tu crées cette relation avec ton client et que tu n'as pas envie de lui dire non, mais là, tu vois, je ne peux pas le faire. Surtout qu'en plus, souvent, ils sont à l'étranger. Ouais, c'est clair. Donc, tu te sens un peu comme un. Ouais, il dépend de toi. Donc, t'as Ouais, pas voilà. envie de. C'est comme quelqu'un qui a. Ouais, c'est un pote qui est à l'étranger. Il a besoin de toi. C'est Tu ça. peux pas le laisser en galère, quoi. T'as C'est l'impression. ça, c'est qu'il y a un suivi. C'est vrai que l'agent immobilier doit faire son suivi quand même. Tu vois, c'est normal que ce soit. Bon, après, il y a des trucs, je pense que honnêtement, les clients sont un peu assistés sur certaines grave. choses, que ce soit des paiements, que ce soit traduire un document. Aujourd'hui, tu vois, moi, on me demande de traduire des documents, des fichiers PDF, alors que tu pourrais faire un copier-coller Ouais, voilà. tout simple, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, les agents immobiliers, ils ont tellement assisté, materné certains clients. Et malheureusement, parfois, après, disparaissent ou pas, hein, mais quoi qu'il arrive, c'est qu'une question d'attente. Moi, je trouve que, je sais pas ce que toi t'en penses, c'est que, tu vois, l'agent qui m'a vendu, je lui ai jamais rien demandé après ma vente, tu vois. Je me suis toujours tout occupé de ce qui s'est passé après, tu vois. Et puis, pour que tu saches, j'ai acheté chez Panthéon, donc il s'est passé des choses. Ouais, j'imagine. Donc, J'imagine, ouais. beaucoup de Petite choses. dédicace. Ouais. Donc, moi, souvent, c'est ça, parce que souvent, j'en ai des clients qui m'appellent, qui me disent, moi, je fais que ça, tu vois, rattraper des trucs. J'ai pas mon title deed, j'ai pas ci, j'ai pas ça, nanani, nanana. Et on m'a promis ci, on m'a promis ça. Et c'est vrai que c'est difficile de dire non, parce qu'au final, tu es dans une relation de confiance avec ton client. Mais lui ne se rend pas compte que tu as 20, 30, 40 clients peut-être dans la semaine qui vont te demander la même chose, qui sont absolument pas focus sur ton business principal. Pas sur ton business à toi. Ouais. Exactement. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. C'est difficile de remettre... C'est très compliqué. Franchement, c'est un sujet, là, on pourra en parler pendant des heures parce que c'est très compliqué. Parce qu'en plus, après même, en plus, nous, il y a la commission qui rentre en ligne de compte. Ça veut dire, après, moi, j'arrive pas. Je vais dire, j'arrive pas, je suis trop gêné. C'est un principe perso. Ça veut dire, une fois que j'ai gagné de l'argent, genre, je commence à te zapper, je te calcule plus, j'arrive pas. Ouais. Surtout, je peux pas faire le mec qui était... De toute façon, c'est pas mon tempérament, mais j'arrive pas à être genre gentil avant la vente. Une fois que la vente s'est faite, j'ai gagné mes sous, je te zappe. Ouais, bien sûr. J'arrive pas. Mais après, c'est vrai que le souci, c'est qu'après, tu te retrouves avec des gens, c'est comme des bagages. Après, tu t'alourdis. Parfois, tu n'arrives pas à traiter des nouveaux clients, donc des ventes qui peuvent te permettre d'avancer, parce que tu gères des anciens dossiers. Mais ça m'arrive, mais tout le temps. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai pas encore vu chez... Après, je pense que c'est possible que quand tu as vraiment une très grosse agence, c'est un service spécifique ou une personne spécifique pour le suivi après-vente, tu vois. Parce qu'en vrai, dans n'importe quel business, tu as des services après-vente, tu vois. C'est comme ça. Et c'est vrai qu'ici, ça se fait pas trop. Après, les grosses boîtes, elles ont. Et encore raison, quand je te dis elles ont, en règle générale, sincèrement, c'est les secrétaires qui font ce suivi. Parce que les bricoles, c'est quoi? C'est souvent des papiers et des retards de paiement. Ouais. Après, tu as des choses terrain, notamment liées à snagging et tout, l'état des lieux. Mais sinon, c'est souvent des gars qui sont en retard de paiement, certains papiers qu'ils n'ont pas reçus, des papiers qu'ils ne comprennent pas, des documents qui se sont perdus en route. Et ça, en général, une secrétaire, elle est plus que apte à le faire. Mais c'est vrai qu'il y a, de manière générale, Dubaï, il y a ce truc de on passe au prochain. Next. Next, parce qu'on pense à l'argent frais. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu. C'est tout à fait normal de vouloir se concentrer sur sa prochaine vente. Enfin, en tout cas, vouloir passer à la prochaine vente sans pour autant ghoster totalement son client. Tu réponds un minimum. Il y a un suivi. Après, je pense que c'est comme on disait, c'est qu'une histoire d'attente et de présentation des choses. Tu vois. Nous, on a un contrat, par exemple. C'est vrai qu'un agent immobilier, quand il te contacte, il n'y a pas de contrat avec toi, il y a un contrat avec le développeur. Donc nous, nos termes, ils sont prédéfinis. Mais même comme ça, on est d'une flexibilité. Je crois que la moitié des choses du contrat, on ne les facture pas, pour te dire. Que ce soit les paiements d'IWA, que ce soit les paiements qu'on fait pour les propriétaires, c'est des trucs qu'on ne facture plus d'ailleurs, on va les enlever sûrement des contrats. Mais forcément, quand je vais dire non à un client pour telle ou telle chose, parce que ça ne rentre pas dans le cadre du service qu'on fait, il n'est pas déçu ou il n'est pas surpris. Souvent, il nous le demande comme un service. Moi, c'est vrai que j'ai aussi cette relation de proximité avec mes clients. Donc, je rends toujours service. Honnêtement, je n'arrive pas à dire non non plus. Il n'y a que quand c'est vraiment abusé ou alors je retarde. Quand je peux pas et je le fais quand plus tard, je peux. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que je peux comprendre pour... C'est compliqué. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a des mecs qui promettent énormément et après qui
Et c'est ces mecs-là aussi, pareil, qui te mettent des bâtons dans les roues. Parce que combien de fois, moi, j'ai fait des rendez-vous, il me dit, ouais, un tel m'a proposé ça. Bon, c'est de la science-fiction, tu vois. Après, le mec, il te montre vraiment dans son téléphone, c'est les messages qu'il échange avec le gars. Ouais, Après, moi, j'ai deux solutions. Soit je tire à balles réelles sur l'autre gars. c'est Je ça. fais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quitte à passer pour un. Après, ça te met dans une compétition un peu malsaine. Faut pas non plus faire le mec, je suis au-dessus de la mêlée. Non, C'est c'est toi aussi, clair. il faut que tu gagnes ta vie. Tu lui dis, écoute, moi, si toi, si toi, ça te paraît vrai, avec quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un problème. Si toi, ça te paraît vrai de manière générale et c'est ton système de pensée, vas-y. Ouais. Moi, je te dis, c'est pas possible. Ouais. Il va pas pouvoir délivrer ça, ça, ça et ça. Après, je peux pas non plus te dire, oui, c'est un voleur, machin, je le connais pas. Moi, je te dis, c'est bizarre. Après, t'es un grand garçon, tu vois. Ouais, ouais. Bon, ça arrive tout le temps. Et tu penses que c'est un vrai frein au développement, à la croissance de ton business ou pas? Oui, mais c'est pas ça non plus qui nous retire des ventes. Parce qu'après, à côté de ça, je l'ai toujours dit, tu as les clients qui te ressemblent. C'est-à-dire, si de base, Ça, c'est vrai. le mec tombe sur un. Clairement, si toi, tu as travaillé dur ou pas, mais en tout cas, tu as économisé une certaine somme d'argent, tu es prêt à aller l'investir pour préparer ton avenir ou même ton présent dans un pays étranger, et un mec qui fait juste des snaps, un petit genou, un peu dégaine Kaira, toi, tu es prêt à lui confier 300 ou 200 ou 150 000 euros, j'ai envie de te dire, vas-y. Et en général, je sais que pour l'avoir fait, ces clients-là, ça devient des bourbiers. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas tout compris, ils disent oui à tout. Et après, il dit oui et il n'avait rien compris au final. Ouais. Il n'a pas compris le système. C'est pour ça que moi, à titre perso, à la base, j'étais un agent qui faisait du secondary market. Je vendais que de l'ancien. Ouais. Et après, parce que l'ancien, c'est très bien. C'est une vision. Pour en parler 2 heures Ouais, de ça. c'est une vision de l'immobilier, un peu ce qu'on a en France, un peu à l'ancienne. Tu rencontres un client, tu lui expliques les choses, machin, il y a un bon feeling qui se crée ou pas. La vente se fait. Là, tu peux faire un SAV, parce que là, effectivement, s'il a besoin de toi, c'est qu'il y a des soucis en général liés au produit. C'est-à-dire, il y a un souci lié à la maintenance, ou même des papiers. Là, tu te rends disponible, tu règles. Ouais. Puis c'est pas un retardement. C'est Voilà. pas 1 an, 2 ans après la livraison, Voilà. c'est directement. Tu as ça, tu n'as pas la récurrence des paiements, des galères, des trucs. Ouais. Les mecs, ils sont en retard. Ouais, mais tu m'avais pas dit. Je fais, mais comment je t'ai pas dit? Tu as reçu un plan de paiement avec un stabilo. T'as mis. Après, tu peux pas. C'est du. Ouais, ouais. C'est du cas par cas. C'est du Chaque cas- contrat est différent. Tu vois peux pas vraiment faire ça. Le souci, enfin le souci, ouais. Si on doit, si tu dois vraiment trouver un souci dans notre métier actuel avec les off-plan, avec les plans de paiement, c'est que le client, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, et pas tous, hein, mais pour certains, c'est comme si on te met un sac à dos rempli de pierres, Ouais. rempli de cailloux, on te demande d'avancer. Ouais, Tu ouais. vas quand même avancer, mais ça te fait mal au dos, tu vas ralentir, Ouais. et ça te ralentit, quoi. Il y a des ventes que tu regrettes, sincèrement. Ouais. Et toi, c'est important de travailler avec des gens qui te ressemblent ou pas? Parce que tu fais un métier quand même où c'est de la vente. Donc, bon, même si tu as une relation pendant un court moment, où ça peut parfois être 1 an, 2 ans, hein, mais après, ces clients-là, à part s'ils réinvestissent, il y a moyen que tu n'en entends plus parler. Ouais, tu c'est vois. vrai aussi, bah, ça arrive aussi, tu vois. Ouais. Pour répondre à ta question, on était un peu comme ça, mais c'est pareil, on ne le veut pas. Pour moi, c'est un truc qui se C'est fait naturel. naturellement. Ça se fait. Et encore, franchement, je trouve, honnêtement, sans nous lancer des fleurs, parce que je te le dis clairement, il y a des agences qui vendent 10 fois plus que nous, Ouais. même sur le marché francophone, hein. Mais je pense que nous, on a une approche, on arrive à tout. Je pense que notre éventail il est assez large. Ouais. C'est-à-dire, on arrive à toucher. J'ai fait des ventes, j'ai vendu à des rebeux, des gens religieux, des gens un peu louches, des entrepreneurs, des retraités, des Français, des vieux Français, des feuges. On a un éventail, tu vois. Ouais. Le fait d'avoir, nous, dans notre vie passée, avoir fréquenté plusieurs milieux, avoir habité dans d'autres pays, Ben, il a fait pratiquement toute sa carrière en Angleterre, etc. Donc, ça va, on est un peu des couteaux suisses. On n'est pas. Et même ça, au bout d'un moment, on en a discuté entre nous. Par contre, on ne l'a pas voulu, mais on s'est posé la question si c'était pas une erreur, s'il fallait pas plutôt capitaliser. Sur la masse. Non, au contraire, sur vraiment niche, c'est-à-dire, Ah, ok. là, je vais te parler clairement, les clients les moins relous, qui étaient connus pour ça, c'était les mecs de quartier, Ouais. rebeux, qui ont de l'argent en espèces, qui veulent acheter. Ils Ouais. sont en général primo-accédants, ils sont pas chiants, ils posent pas trop de questions, Pay cash. ils payent cash, et ils te payent des mois en avance, parfois des années en avance, tu vois, de plan de paiement. Et voilà, le mec, t'en entends plus parler. De temps en temps, il te rappelle d'un autre numéro de je sais pas d'où, machin. Ouais. Et nous, on n'a pas voulu se focaliser que là-dessus, tu vois. Et je connais certains agents et certaines agences qui ont fait que ça. Après, j'ai pas toutes les histoires, donc même eux, ils doivent avoir des casseroles, ils ont dû avoir des grosses galères. Mais en chiffres, si tu regardes les chiffres que les ventes, ils ont décollé. Ouais. Ils ont décollé. Ouais, non, c'est clair. C'est clair qu'il y a eu bah forcément, c'est un des seuls pays, un des derniers pays où on pouvait Payer encore en cash. payer en cash. Et je crois qu'on peut encore, même si c'est un peu plus compliqué, il y a toujours
toujours moyen. Ouais, voilà, bien sûr, ouais, clairement. Tu vois. Mais tu vois, pour revenir un peu sur le sujet marketing et réputation, moi, ce que je remarque, c'est souvent c'est ça. Ce que tu disais, tu vois, sur ton ami tout à l'heure, qui s'il il était bien entouré, il exploserait tout. Moi, souvent, je me suis fait la même réflexion, en fait, tu vois. Moi, il y a des arguments marketing que je ne mettais pas en avant, comme le fait que je vienne du monde de l'hôtellerie. Et à chaque fois que je suis en rendez-vous client et que, il y a 3 jours, je fais un rendez-vous avec un client qui m'a été envoyé par un de mes apporteurs d'affaires. On discute. Moi, je ne l'ai pas vu. Je pensais que c'était signé. Tu vois, je visite son appartement. Il voulait travailler avec moi, quoi qu'il arrive. Mais dès lors qu'on s'est mis, tu vois, on a bu un café et je lui parle de ma carrière. Et là il s'est détendu totalement. Il m'a dit, ah, mais il fallait commencer par là. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais du métier, en fait? J'ai fait, ah ouais, mais en fait, pour moi, tu vois, je suis... Avec pour toi, c'est une évidence. Mais après, moi, je me mets à la place. Moi, demain, j'achète un appartement. C'est quelqu'un qui a fait de l'hôtellerie, en plus, en France. C'est vrai que même moi, je me détends tout de suite. Bah oui. Bah. Mais tu vois, parce que c'est vrai que souvent, ce qu'on voit là, ce qu'on voit sur le marché, c'est... Moi, je vois pas ces gens de confiance-là, parce que les gens de confiance, tu vois, que ce soit toi ou d'autres agences ou d'autres agents avec qui je travaille, je les vois pas, moi, sur les réseaux. Et je leur dis, mais c'est dommage, tu vois, qu'on ne te voit pas assez, parce que je pense que tu pourrais... la manière dont tu t'occupes de tes clients, eux, ils le font avec plaisir. En plus, tu vois, porter les sacs de cailloux, comme tu dis, comme ça, bah, eux, ils le font avec plaisir. Tu vois, mine de rien, je sais que c'est ton cas aussi. Et on en connaît des agents qui ne le font pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sac. C'est la vente, elle est faite, ciao. Rendu, salut. Et je trouve ça hyper dommage de ne pas capitaliser plus sur ça, tu vois, et de montrer plus ces agents-là. Parce qu'au final, c'est vrai que la réputation qu'il emporte, après, voilà, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Vrai. Donc, c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des pros du marketing. Et à la fin, finalement, un entrepreneur comme toi, un directeur d'agence, il se retrouve au final faire que ça, que du marketing. Mais on est à l'ère du personal branding, etc. C'est vrai. Ça te ramène, mine de rien, beaucoup de visibilité. Ah, clairement. Et c'est ça, ma question, vraiment, c'est à quelle hauteur, toi, tu estimes que... Est-ce que vous pensez qu'il faut opérer des changements dans votre stratégie? Ouais. Clairement. Et je pense même... Après, ce qui est problématique, enfin, ce qui est malheureux, c'est pas non plus la fin du monde, tu vois, mais on s'en est aperçu. Le bilan, on l'a fait très tôt. Mais après, c'est de le... Passer à l'action, quoi. Je ne vais pas dire que c'est de la fainéantise, c'est juste que ça paraît fou, parce que si tu dis à quelqu'un, surtout un jeune, ouais, tu as juste à faire plus de snaps pour potentiellement avoir plus de visibilité et gagner plus d'argent, pour lui, c'est comme boire un verre d'eau, c'est facile. Ouais. Mais quand c'est vraiment pas ton truc, ça te fait sortir de ta zone de confort. Tu es là, j'allais chez des promoteurs, machin. Vu que moi, j'ai fait beaucoup de secondary market, j'avais accès à de très belles demeures, tu vois, que tu vois pas forcément tout le temps sur les réseaux, parce que c'est pas chez les promoteurs, ça appartient à un particulier. Ouais. Tu vois, j'avais des clients, des vieux Indiens, Emirates Hills, des baraques de dingue et tout, je pouvais aller les filmer. Mais on avait du mal. On a fait des essais, mais t'as même pas idée combien de fois on a fait des essais. On arrive, machin, on prend un truc, on sait pas trop quoi dire, machin. Et je me rends compte qu'on aurait dû on aurait dû faire pause et se dire, bon les gars, même si on fait pas de vente là tout un trimestre, parce que c'est ça le problème. Par contre, sincèrement, je me posais la question, je me la pose toujours. Ceux qui ont des récurrences comme ça sur les réseaux, machin, où est-ce qu'ils trouvent le temps? Après, je sais que parfois c'est souvent Ils font que ça. C'est le même visuel qui revient. Voilà, il faut faire que ça. Ils font que ça. Tu vois, moi, je travaille avec beaucoup d'entre eux et je peux t'assurer qu'ils font pas de vente. Hein. Parce que c'est. Il y a des boss d'agence, ils s'occupent pas de la vente. Tu vois, ils s'occupent pas de la vente, ils sont vraiment que dans l'acquisition client. Ça, c'est parce qu'au bout d'un moment, je me posais la question et je t'ai dit après. Ça crée même du stress et des frustrations. Parce qu'au bout d'un moment, on se pose la question. Tu te dis, mais attends, je suis un bras cassé. C'est quoi que j'arrive pas à faire? Parce qu'au bout d'un moment, on a vachement fait grossir l'agence. Et à l'échelle internationale, quand je dis internationale, c'est que la plupart des personnes qu'on a recrutées n'étaient pas francophones. On avait 3 Russes, une Arménienne, Libanaise, 2 Iraniennes, des Indiens, Pakistanais. On avait un peu de tout, des Libanais, etc. Ouais. Mais entre le recrutement, entre les sessions de recrutement, vu qu'on n'avait pas un département HR bien défini, c'est nous qui faisions les recrutements. Ensuite, la formation. Ensuite, la formation, elle est vachement longue. Tu vas chez tous les promoteurs. Tu as la formation générale. Ouais. Après, la formation sur chaque promoteur. Ils sortent des produits pendant un moment. Toutes les 3 semaines, il y a un nouveau produit. Rien que ça te bouffe. Tu es bien placé pour savoir que le temps à Dubaï passe super vite. Ouais, moi, tu commences ta journée après le Fajr directement. Ouais. C'est très compliqué de tout mettre dans la même journée.
Et après, on arrivait fin de journée, on fait une vidéo. Laisse tomber. Ouais. Viens, on rentre, on va prendre une douche et c'est Ouais. fini pour aujourd'hui. Donc, il faut faire que ça. Il faut mettre en pause un trimestre et tu fais du personal branding. Tu essayes de trouver une identité qui ressemble plus à ta personnalité. Comme ça, tu joues pas un rôle, sinon ça va être compliqué. Ouais, non, c'est clair. C'est quoi, ça va être chiant à chaque fois t'enfiles le costume. Ouais, ben, et Tu vous tiens aussi, pas sur la durée. tu tiens pas sur la durée. Et on a essayé. On a recruté une équipe de vidéastes qui nous a suivis. Mais après, pareil, c'est même ça, faut le scénariser. Nous, on voulait faire du brut. Ouais. Genre, limite, caméra embarquée, et mec, il te suit. Mais après, il fallait trop dégrossir parce que c'était pas assez glamour, entre guillemets. Ouais. Tu vois, vu que nous, on est dans le vrai, les journées, elles font pas rêver. Parfois, les journées d'agent IMO, t'es là, t'es dans le bureau, il se passe rien, Ouais, au téléphone. C'est clair. Tu vois pas des beaux immeubles, il n'y a pas de yacht, c'est pas le Dubaï qu'on a envie de voir. Quoi, tu vois. Ouais. Mais tu vois, moi, je suis tombé moi, sur tes. Bon, on se connaissait, je t'avais croisé quand même déjà pas mal de fois chez un promoteur. Chez les promoteurs, ouais. Voilà. Et puis surtout, je bossais. Moi, un des tout premiers agents avec qui j'ai commencé à bosser, c'est, sans dire son prénom, mais c'est un des agents qui bossait avec toi. Ouais. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui, si, je vois très bien. Je vois très bien qui c'est. Je lui passe un petit Salem s'il regarde. Passer Salem. Et ouais, je sais même plus ce que je voulais dire. Ouais, donc tu disais, toi, on s'est en fait, connus via ce canal-là. Voilà. Et je vous ai retrouvé ensuite quand vous avez commencé les podcasts. Ouais. Tu vois, parce que finalement, on est chacun dans notre routine, même si c'est un petit monde, la francophonie à Dubaï. Et j'ai trouvé le contenu top, tu vois. Je me suis aussi tout de suite reconnu dans les personnalités. Je connaissais aussi Mehdi, on vivait dans le même building. Et bon, je crois qu'il n'y a pas un Français qui n'est pas passé par là-bas. Et le constat que j'ai fait, parce que je l'ai fait aussi pour moi en fait, c'est-à-dire que je me suis dit, ils ont un super contenu, on a envie de leur faire confiance, mais en tout cas pour moi, je me suis dit ça, j'ai pas de branding, tu vois. J'ai pas de branding, la forme elle y est pas, alors que le contenu il est top. Et moi, c'est vrai. Et en fait, je me dis, mais attends, c'est dommage, parce que ok, on va pas se mentir, juste comme ça fonctionne. Mais la réalité, quand tu es entrepreneur, c'est que tu veux pas que ça fonctionne. Ouais, tu veux aller le plus haut possible. Voilà, tu veux aller le plus haut. Et c'est même plus une histoire d'argent, c'est une histoire de challenge. C'est aussi. Moi aussi, je pars un petit peu en croisade dans mon cas, parce que moi, je veux faire vraiment la guerre au mauvais service, tu vois. Ça, j'en fais ma mission personnelle, entre guillemets, parce que tout le monde s'improvise, en tout cas, le temps qu'ils peuvent. Les fameuses étoiles filantes. Voilà. Mais il faut que ça cesse. Et en tout cas, voilà. C'est vrai que le marketing, il est super important. La réputation, pour conclure sur cette question, la réputation aussi. Mais je pense que le combo magique, c'est les deux. Il ne faut pas le négliger. Ouais, clairement. Et la réalité, c'est que, comme tu disais, il faut prendre le temps en fait, de poser sa stratégie, mais c'est le meilleur des investissements. C'est-à-dire que si tu prends le temps de te dire, OK, je ne fais pas de vente, je ne trouve pas de contrat, mais là, j'ai une stratégie. On va pas se mentir, un budget aussi. C'est de l'argent de faire du marketing. Mais par contre, derrière, c'est exponentiel. Franchement, moi, sur les peu de choses que j'ai fait, j'ai pas fait grand-chose honnêtement, mais à chaque fois, je vois des résultats. C'est pour ça que d'ailleurs, voilà, on tourne ce podcast. Je me ça te pousse à faire plus. Ouais. Exactement. Et par contre, c'est vrai que moi, c'était plus une histoire de temps parce que j'ai monté la société pendant très longtemps, j'étais tout seul. Et c'est compliqué de se dégager du temps, c'est voire impossible. Ouais, c'est impossible. Des agences qui ont autant d'appartements que moi, elles avaient une quinzaine de personnes dans leur staff. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit, attends, non, mais là, il faut que j'arrête d'être focus que sur l'opérationnel, tu vois. Et moi, j'étais tout seul, en fait, tu vois. Et je me dis, attends, c'est plus possible. T'as la tête dans le guidon, après, t'arrives pas à avoir une vision claire d'où est-ce que tu vas. Ouais. Exactement. Bon, on a parlé du passé, on a parlé du présent. Toi, comment tu vois Dubaï dans le futur? Est-ce que déjà tu te vois encore vivre à Dubaï dans quelques années? Bonne question, ça. Parce que quand même, après 10 ans, je me demande si on se pose toujours la question, en fait. Ou c'est installé tu sais quoi, c'est marrant, c'est une récurrence, pareil. Attention, ça fait même plus de 10 ans, je te cache pas, souvent, peut-être aller tous les 2 ans, j'ai envie de partir. Okay. Et après, je vais en vacances. Je fais ma coupure et je suis content de revenir. Tu vois, c'est souvent ce même cheminement, tu vois. Et après, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique.
C'est même dans mon approche de l'immobilier, dans la vie en règle générale, je ne suis pas un rêveur. Et c'est-à-dire que je fais en sorte, je fais un travail sur moi-même, de ne pas trop tomber amoureux de mon lifestyle, par exemple. Ok. Tu vois, parce que j'en connais des gens dans mon entourage quand ils ont été amenés par la force des choses à partir de Dubaï. Tu peux faire un bad, c'est normal, hein, Ouais. mais il faut pas que ça te mette non plus dans un état. Je me dis toujours, si demain je dois rentrer en France, ça me ferait chier, mais je rentre, il n'y a pas de problème. Tu vois, j'ai une approche assez froide de ça, tu vois. Mais si c'est et je fonctionne comme ça dans tout, donc c'est un choix très rationnel, Dubaï. À chaque fois, je discute avec des gens, même qui n'aiment pas Dubaï, je leur demande de me donner des arguments. Et au final, quand tu poses tout sur la table, c'est souvent Dubaï, même si ça a des défauts, c'est souvent Dubaï qui revient en tête. Ouais, c'est clair. Tu vois, il n'y a pas 1000 destinations pour s'expatrier. Ouais, Tu vois, non, il n'y a pas 1000 destinations. Donc, pour répondre à ta question, je me vois encore rester. Ouais, sincèrement, je me vois encore rester. Là, on est en train de démarrer une nouvelle structure à Bali. Ouais. C'est top, Bali, mais j'ai jamais fait un an. Et pareil, vu que encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit, j'ai une certaine maturité là-dessus. Je ne veux pas me lancer des fleurs au quoi aux caisses. Je sais très bien que quand je vais dans une destination et je kiffe, je suis convaincu pertinemment que y vivre et les vacances, ça n'a rien à Il y voir. a un décalage, c'est clair. Donc, peut-être que je vais tester plusieurs mois d'affilée sur Bali. D'ici là, je pourrais peut-être on refera un autre podcast, je te donnerai mon retour d'expérience. Mais je pense sur l'année, pour le moment, je ne me vois pas. Tu ne te vois pas ailleurs. Ailleurs, ouais, je me vois pas ailleurs. C'est marrant parce que même après 10 ans, tu vois, parce que finalement, tu vois des gens qui sont là depuis 2 ans, 3 ans. Moi, je parlais avec un ami qui est là depuis 10 ans aussi. Il m'a dit les 2-3 premières années, il avait peur que ça s'arrête Dubaï. Tu vois, en fait, c'était trop magique pour lui. Tu vois, il est vraiment tombé amoureux, trop beau. Il a changé de vie totalement. En fait, tous les mauvais aspects de sa vie, ils ont été effacés, tu vois, en venant ici. Ah, c'est beau ça. Et moi, j'ai ressenti un peu la même chose. Maintenant, au bout de 3 ans, moi, je suis très cartésien aussi. Je suis que dans l'analyse. Ouais. J'exclus pas de vivre ailleurs un jour. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui coche les cases. En tout cas, par contre, même si je quitte Dubaï, chose qui est vraiment très peu probable dans un futur proche, il y a très peu de chances pour que je retourne en France, tu vois. Dans l'état actuel des choses, en tout cas, c'est sûr et certain. Mais en fait, tu sais très bien que la France, ça ne changera pas, quoi. Ouais, voilà, déjà, c'est réglé. Tu vois. C'est là, ça ne bougera pas. Ouais, c'est de côté. Bah écoute, je perds un peu le fil, mais non, tranquille, on reprend les notes parce qu'en plus parfois on est amené à, tu vois, on s'éparpille un peu, mais c'est bien de reprendre les notes. Ouais. Ah, exactement. Et donc voilà. Alors tu disais que tu avais monté d'autres business, que ce soit. Alors, toi, tu as plusieurs business actuellement ou tu es toujours focalisé sur un seul business? Tu veux peut-être pas parler de tes autres business? Non, là c'est l'immobilier dans lequel on est focalisé à 100%. Ok. Là, il y a la structure à Bali qui prend pas mal de temps. Ouais, tu peux nous parler de ça? Ouais, bien sûr. C'est quoi le virage? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est une destination qu'on fréquente depuis assez longtemps. Et pareil, ça m'embête. En fait, on ne voulait pas qu'il nous arrive ce qui nous arrivait sur Dubaï. C'est-à-dire que Dubaï, des gens qui ont pris pas notre crédibilité. C'est que des gens, en fait, des gens qui ont été mis en lumière, bravo à eux. Okay. Alors que nous, on avait une expérience, tu vois, beaucoup plus... Quelqu'un qui est là depuis 10 ans, normalement, il a un avantage concurrentiel. Voilà. Et on s'est retrouvés, je t'ai dit, je vais te donner des anecdotes. Parfois, des gars, je ne vais pas citer de nom, des mecs qui m'envoyaient des leads, donc des prospects, des clients qui étaient potentiellement intéressés pour un achat. Et le gars m'envoie, ah ouais, mais est-ce que tu connais ce gars-là? C'est la référence de l'immobilier, limite au monde, dans le monde, tu vois, des trucs. Après, je t'ai dit, je ne suis pas de nature à dégommer les mecs. Je fais, bon, bah, si toi, tu penses que c'est la référence, ben, peut-être, tu vois. Mais après, compare nos discours et tu verras. Et je ne voulais pas qu'il m'arrive la même chose à Bali. Je réfléchissais et j'ai vu le virage. J'ai vu le virage l'été dernier. J'y suis resté 2 mois pratiquement. Et j'ai vu qu'il y a une grosse communauté russe, bien plus forte d'ailleurs qu'à Dubaï. Je crois qu'il y a 100 000 Russes qui sont installés à Bali. Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. Je crois même que le gouvernement d'ailleurs a mis un frein parce que ça devenait un peu trop le bordel, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, attends, là je vois qu'il y a un boom de l'immobilier, mais c'est hallucinant. Les terrains, ils coûtent une blinde, les villas, le prix. Après, c'est une destination qui est très connue, hein. J'ai rien inventé. Mais vu que c'est des codes et je sais pas, c'est quelque chose, c'est une destination qu'on connaît bien de manière générale. Donc je me suis dit, écoute, là il y a un virage, et si on le prenait, tu vois, je me suis mis dans la peau d'un client. Je fais tout le temps ça, tu vois. J'ai fait mes recherches comme si je voulais acheter, comme si je voulais louer. J'ai vu un peu comment ça fonctionnait, les offres qu'il y avait sur le marché, notamment pour les francophones. Après, j'ai même pensé aux gens du Golfe, tu vois, faire le sens inverse. Ouais.
monter une agence à Bali, mais qui attire une clientèle des Émirats, ou même de toute la région. Tout le Golfe, ouais. Tu vois? Ce qui commence à venir, notamment les femmes. Beaucoup de femmes viennent à Bali. D'accord. Tu vois, elles font des retreats, tu sais, genre elles vont un peu dans la jungle, mais des trucs qui restent assez luxe. Hein. Ça Ouais, paraît un peu Indiana Jones, mais tu rentres dedans, c'est top. Et pas de téléphone, pas de Wi-Fi, etc. Bref. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure. On est encore qu'au début. Et il y a beaucoup de papiers à voir parce que le système est un peu C'est particulier. beaucoup plus compliqué. Ouais, là, t'es pas hein. propriétaire à vie. Ouais. Donc, pour pas mettre les clients dans la galère, parce qu'il y en a plein, ils annoncent une durée de contrat, 25 ans, 30 ans. Après, tu sais pas si tu peux renouveler. Pour pas qu'il y ait de flou juridique, on est en train d'un peu creuser Ouais. tout ça. Mais pour le reste, on est prêt. Tu vois, le marketing, les outils marketing, même le budget, il est déjà prêt. C'est juste la partie légale. On veut pas se gourer Ouais. pour pas se retrouver en galère avec les gens, quoi. Ouais, c'est normal. Donc, tu vois, forcément, tu fais le travail en amont pour les gens, tu Voilà. prépares le terrain. Mais ça va être un peu le même principe que Dubaï, sauf qu'il y a beaucoup moins de plans de paiement. Les transactions sont plus directes. Le temps de construction est plus court et les délais sont beaucoup plus respectés. Et c'est de la villa. Il n'y a pas Ouais, ce d'appartement. que j'allais dire, on part sur des biens différents. Ouais, c'est que des villas livrées clés en main, c'est-à-dire meublées, etc. Meublées avec beaucoup de goût. Ok, Je te top. montrerai un de ces quatre. Ouais. Vu que tu as l'œil, je pense qu'on sera d'accord. Ouais. Je me suis un peu intéressé Ouais. au marché de. Je fais le même cheminement que toi, Ouais. mais côté locatif aussi. Ok. Du coup, Après, ils annoncent j'ai vu de mes propres yeux, ça, j'ai pas le recul nécessaire pour savoir si ça va durer, mais c'est clair que là, à l'heure où je te parle, les rentas sont incroyables. Ouais, bah oui. Après, il faut voir. Mais j'ai vraiment vu des rentas 18%, 17%. Au début, je pensais que c'était des effets d'annonce. Ouais. Je me suis assis avec les gens, ils m'ont montré en plus, ils m'ont pas juste montré des tableaux Excel, ils m'ont montré, tu vois, ce que tu as toi aussi, tu sais, sur Airbnb, quoi. Ouais, des vrais. La data, Voilà. la data extraite d'Airbnb. Bah, c'est pas. En vrai, ça m'impressionne pas trop. Enfin, ça m'impressionne. Bien sûr, c'est ouf d'avoir des chiffres comme ça. Mais sur des villas, quand tu connais les prix, que tu regardes les prix des villas actuellement et tu vois combien ça se loue, tu dis c'est normal que ça fasse ce genre de Ouais, c'est de grosse renta. renta. Il y a que à Dubaï, honnêtement, où les rentas sur les villas, c'est pas top, tu vois. Ouais. C'est vraiment pas top. Parce que on va prendre l'exemple le plus connu en ce moment, parce que c'est aussi en plein boom là-bas, c'est Marrakech, tu vois. Ouais. Marrakech, c'est impressionnant, les Ouais, rentabilités sur. Ça marche, ça cartonne, Marrakech. Moi, j'ai beaucoup d'amis à moi et des clients aussi qui ont des villas là-bas, qui me prennent la tête pour que je fasse un service là-bas, mais ça n'arrivera pas de sitôt pour l'instant. Ouais. Les rentas qu'ils font, En plus, c'est une destination toute l'année. C'est toute l'année, ouais. En tout cas, c'est super. C'est un bon projet. Nouveau challenge. Ouais, je te souhaite. Merci, c'est gentil. J'espère qu'on pourra t'accueillir dans une villa à la Loc. Compte sur moi. Ouais, on te fera un prix préférentiel. Je me suis pris en otage, là. C'est filmé, je pourrais filmé. pas. Là, tu veux pas, on perdra pas les rushs. Hein. Pas de rétropédalage. On va en faire un short, on va le foutre sur les réseaux, celui-là. Je te jure. Non, bah écoute, en tout cas, je sais pas si. Je vais pas regarder le. Non, je pense qu'on peut continuer un petit peu. Tranquille. Ok, top, parce que c'est vrai que j'ai encore quelques points que je voulais voir avec toi. Ben écoute. Attends, tu sais quoi, moi, ça te dérange pas que je te pose une question? Avec plaisir. Parce que justement, toi, justement, tu as dit qu'au début, et tu parlais aussi d'un ami à toi, où quand il est arrivé, c'était Alice au pays des merveilles. Genre, tout était. Et je peux comprendre, tu vois, moi aussi, ça m'est arrivé. Et après, il y a eu un ascenseur émotionnel ou ça s'est juste recalibré gentiment et après, tu as pris ton rythme de croisière? Alors moi, j'ai eu plusieurs phases. Déjà, j'ai eu une phase de... Je ne vais pas appeler ça de dépression, mais de... Mal du pays un peu? Ouais, c'est ça. J'ai eu pas le mal du pays, mais j'ai eu un bad de quitter ma famille. Ouais. Alors que je le voyais pas venir parce que c'est vraiment pas... je suis pas connu dans ma famille pour être le plus, tu vois, le plus sentimental, on va dire. Mais tout le monde est important pour moi, mais je suis pas le plus émotionnel, on va dire, tu vois. Et j'ai ressenti ce manque-là, qui a duré, honnêtement, c'était flash, hein. C'était très rapide, qui a duré une petite semaine, mais il était tellement puissant qu'il m'a remis en question, en fait, tu vois, sur le fait parce que je fais pas une erreur, tu vois. Puis après, il y a eu 6 mois où je brûle tout mon cash. Parce que je crois que je suis en vacances. Là, comme souvent. Tu vois. Je reprends vite mes esprits. Et après, je suis marié, donc c'est quand même plus facile de reprendre ses esprits quand tu as un cadre familial, on va dire. Sûr. Et après, focus business. Mais je me sens encore très, très, très privilégié d'être ici. Et en fait, l'effet que ça a sur moi, c'est plus un effet de... Je m'en veux parfois.
par rapport en fait, je m'en veux que ça se passe trop bien pour moi, tu vois. C'est C'est comme fou un, ça. ouais, c'est comme un mec qui gagne tout d'un coup beaucoup d'argent et qui est le seul à être blindé dans sa famille, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, j'ai quelques potes qui sont dans cette. On en a parlé Hmm. un peu, tu vois, et moi, ça m'a fait cet effet-là. Parce qu'en Ok. fait, tu te dis, mais attends, tu vois les infos en France, tu regardes, t'appelles ta famille en France, ça se passe pas bien, nanana, nanana, et quand ils t'appellent, toi, tu es au bord de la piscine, Ouais, ouais. et tu vois, et ça te met un bad, tu vois, surtout quand c'est les parents et tout. Ouais, c'est clair. Après, les parents, ils veulent pas bouger, donc Ouais, c'est mais autre chose. ouais, c'est différent. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu ce pad-là. Néanmoins, je ne me vois, comme je te disais, je me vois pas partir. Je me vois pas partir pour différentes raisons. La première, c'est que déjà côté business, ça se passe très bien. L'environnement, franchement, il est trop agréable, quoi. On va pas répéter, Ouais. sécurité, blabla, tout le monde, on a compris. Mais en fait, j'ai pas envie de chercher, Ouais, j'ai pas envie de chercher ouais, des raisons de partir, tu ouais, y a vois. pas de raison. Mais par contre, tu vois, une fois que tu as fait le chemin une fois, Ouais, après, t'as moins de freins pour le faire ailleurs, exactement. potentiellement. Ouais. Voilà, on peut reprendre une valise et partir avec ou sans enfant. Mais après, j'ai pas d'enfant encore, Mm. donc je pense que c'est quand même une autre façon de voir les choses parce que tout ce qui est école, déjà le fait de venir à Dubaï, c'est aussi parce que tu veux de la modernité. Tu vois, nous, on veut une famille, je veux avoir des enfants et tout plus tard. Enfin, plus tard ou maintenant, mais tu penses à ça. Tu te dis, OK, je peux pas aller vivre au Maroc parce que peut-être en termes d'éducation, c'est pas ce que je recherche. Mm. La modernité n'est pas celle que je recherche aussi. Euh, Tu vois, même par exemple, Bali, je kiffe. Enfin, l'Indonésie. Mm. Bali, un peu moins mon Mm. style à moi, mais tout ce qui est autour de Bali, j'ai trop aimé. Mais c'est impossible d'aller vivre là-bas. Tu prends une vie de retraité, tu Mm. vois. Ouais, c'est vrai que c'est le cas de certaines personnes justement, c'est souvent c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes s'en vont. De C'est trop. Bali. Ouais. Après, maintenant, ce qui est bien à Bali, tu as un coin où c'est vraiment actif. Ouais. Ça, c'est actif, c'est bouchon de partout, ça klaxonne. Ça te met dans un rythme actif. Mais c'est vrai que si tu vas pas sorti de ce cadre-là, qui est le quartier Canggu, pour être précis, c'est vrai que c'est Ouais. détente, quoi. C'est clair. Après, c'est différent parce que c'est une zone qui est très proche de l'Australie. Donc, eux, par exemple, les Australiens, Ouais, c'est leur Marrakech, c'est leur quoi. Marrakech. Voilà, Ouais. ils y vont très, très souvent. Nous, de notre point de vue, on a l'impression que c'est loin de tout. Et donc, s'il n'y a pas ce qu'il faut en termes d'infrastructure, Ouais. tu vois, je vais te dire un truc tout bête, mais si tu as envie d'aller regarder un film, je crois que j'ai jamais croisé je crois que j'ai pas vu de cinéma Là, c'est vrai, à maintenant que Bali, tu le tu dis. vois. Et Maintenant que tu le dis, ouais, c'est une vie totalement ouais, c'est autre différente. chose. En fait, si tu veux, ça, je le prends souvent en plus, justement, pour parler des bienfaits de Dubaï en tant que destination d'expatriation. Tu as l'exotisme, mais c'est un exotisme soft. Ouais. Tu vois, j'ai des potes, moi, qui avaient des postes très, tu vois, dans la finance et tout, donc super bien payés, qui sont partis à Hong Kong, Singapour, et eux, ils ont fait des vrais bads. Des vrais bads parce que il n'y a pas de racisme dans ce que je vais dire, rien du tout. C'est juste, par exemple, ils vont dans des malls où ils se baladent dans la rue. Et il ressemble à personne. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils sont vraiment. C'est sympa. Les gens, ils cherchent ça quand tu vas en voyage. Tu vas à Tokyo, tu es le seul non-japonais dans la foule, c'est stylé. Ouais. Mais sur l'année, tout le temps, tu as des manquements. Et tu peux même pas, si tu T'as as un aucun petit bad, sentiment d'appartenance. voilà. Ouais. Tu peux pas prendre un avion, tu sautes vite fait, tu te ressources à la maison, tu rentres. Et Dubaï, il est beaucoup, je trouve, il est plus soft. Ah ouais, Il est plus soft, l'atterrissage c'est est plus clair. soft. C'est clair. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du building dans lequel je vis. Et il y a beaucoup de Français. Au début, ça me saoulait. Je voulais pas Hum. me retrouver carrément, tu vois, alors que c'est mon appartement. Je voulais partir ailleurs et louer, tu vois. Parce que je voulais. Moi, j'avais dans ma tête, je Ouais, veux éviter les francophones et les Français surtout. Je suis pas venu pour retrouver. les gens que tu as laissés derrière toi, ouais. Voilà. Bon, il s'avère que quand tu viens ici, tu te rends compte que finalement, la grosse majorité des expatriés que tu vois, ils sont également dans le même état d'esprit, donc ça se passe plutôt bien. Ils sont pas dans du jugement, dans du racisme, tu vois, ou dans Hum. l'islamophobie. Enfin, Ouais. en tout cas, celui qui l'est, il n'a pas Ouais. intérêt à le dire, tu vois. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Mais, euh, mais c'est vrai que finalement, très vite, je me suis rendu compte que c'était hyper important qu'il y ait quand Ouais, même quand ce même. cadre francophone autour de moi parce que tu as besoin de quelques repères qui te font sentir quand même chez Ouais, toi. exactement. Et quand tu partages des trucs tout bêtes, mais tu vas partager ton sentiment sur le fait de venir à Dubaï. Tu vois, même si tu es à l'aise avec l'anglais,
tu partageras jamais de la même manière, tu C'est vrai. créeras jamais la même relation vrai, avec c'est un vrai. Anglais et un Américain, tu vois. C'est vrai. Et en plus, bah, toi qui es là depuis longtemps, j'imagine que tu as dû créer ton réseau au-delà du monde Ouais. francophone. C'est vrai, mais ce qui reste beaucoup à la fin, ce que tu vois de manière plus régulière, et pareil, c'est pas un calcul. En fait, c'est comme tu jettes des cartes et tout tombe, ça s'assemble. J'ai plein de potes. À l'époque, on jouait souvent au foot et tout pendant le ramadan. Donc, tu crées des liens. J'ai potes émiratis, libanais. Un de mes meilleurs amis, il est jordanien, américain, jordanien. C'est des bons potes, mais ceux que je vois quand même de façon plus régulière, c'est les Français. Ouais. Et comment t'expliques cela? Est-ce que tu penses que c'est juste parce que c'est naturel? Est-ce que c'est le fait que la langue, en fait, ça sort plus facilement quand tu vas rigoler, tu vas parler de certaines Mmh. choses, on va te comprendre, Mmh. donc forcément parce que tu vois, même si tu es bilingue, mais si t'es pas natif du pays Ouais, ou non, la langue que tu parles, ça n'a rien à voir. ça, c'est pareil. Ça, je pense que tu peux limite dédier un podcast qu'à ça, parce que c'est tellement. Je pense que c'est même pas une question de langue, parce que tu prends. Pareil, loin de moi tout racisme ou quoi que ce Ouais. soit, je préfère Pas de prévenir. bad buzz, t'inquiète. Ouais, voilà. Tu prends. Moi, par exemple, je suis franco-algérien. Ouais. J'ai grandi à Paris. Et j'ai un vrai rapport fusionnel avec l'Algérie. J'essaye de m'y rendre régulièrement. Voilà, c'est mes racines. J'aime beaucoup j'aime le pays, clairement. Mais j'arrive à voir la différence entre un mec du bled, il n'y a rien de péjoratif, et Un un Algérien Algérien de France. Ouais, Tu vois, clairement. tu vois. Ouais. Et je pense que c'est pareil. C'est pas un calcul de traîner avec. C'est juste que je pense que c'est comme si on avait une paire de lunettes qui t'as une vision. C'est pas on pense pas pareil sur tout, sur la bouffe, la politique, le foot, on aime tous la même chose, c'est pas ça. Mais il y a comme un socle commun. Je crois que c'est Ouais. culturel, ça s'explique pas en fait. Ouais, ouais. Après, voilà, c'est ça. C'est que finalement, tu te rapproches des gens qui te ressemblent le plus. Voilà, Finalement, on tu a vois. les mêmes codes, on a grandi avec les mêmes choses à la télé, on a mangé la même bouffe. Ouais. Je pense que ça joue, tu vois. C'est Et tu vois, on a abordé le sujet. C'est dur d'aborder ce sujet-là sans être. Sans se. J'ai peur d'être mal compris, ouais, mais je vais quand même le dire, tu vois. La dernière fois, je t'avais parlé de ça. Je t'avais dit, c'est bizarre parce que c'est vrai que, tu vois, la communauté française, donc on inclut tout le monde, les Français pure souche et les Franco-Maghrébins, hum. bah, même ici, on n'est pas ensemble, tu vois. Ouais, je te confirme. Et une fois qu'on en avait abordé le sujet, je me suis dit, mais est-ce que c'est un problème, c'est pas un problème? Et au final, c'est pas un vrai problème, puisque qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que eux, de la même manière que eux restent. Après, bien sûr, il y a des moments où Ouais, on bien se sûr. retrouve, mais globalement, parce que moi, je le vois sur Instagram, tu vois, quand je regarde les stories des autres, je me dis, ah, tu vois, là, en fait, tu vois tout de suite Ah non, les ça groupes se va. faire, tu vois. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est juste que finalement, ça se matérialise comme ça. On a des centres d'intérêt qui sont différents. Eux, peut-être, sont. Tu vois, moi, j'ai des potes à moi qui sont ici. Et c'est vrai que, bah, par exemple, quand ils vont aller sortir pour boire, ils vont pas m'appeler. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est. Et je leur en veux pas parce Ouais, normal. que c'est pas mon ambiance. Je bois pas. Donc, je m'en fous totalement. Et au contraire, il sait très bien qu'il va jamais Ouais, voilà. ça va pas m'intéresser, tu vois. Et c'est vrai que, tu vois, en fait, je me dis, OK, il y a des centres d'intérêt qui sont différents. Ça n'a rien à voir avec. C'est pas du racisme, finalement. Non, pas du tout. C'est des schémas qu'on retranspose. Et ouais, non, c'est pas du racisme. Tant que Ouais. ça se fait naturellement, il n'y a pas de calcul. Moi, jamais de la vie. Ouais, là, lui s'appelle Olivier, je vais pas traîner avec lui, non, Ouais. pas jamais de la vie, tu vois. Ça se fait naturellement. Ouais. Mais tu vois, ça amène la question. Et on a abordé vraiment tous les sujets. Ouais. Mais ça amène la question finalement, du communautarisme, tu vois. Ouais. Et finalement, parce qu'en France, on n'en a pas vraiment, Ouais. même si de plus en plus, gentiment, dans certains. Tu trouves du communautarisme? Ouais. Tu trouves qu'on n'en a pas en France? Je trouve que, en fait, si tu compares aux États-Unis Ouais, ou à ou l'Angleterre, l'Angleterre, ouais. c'est. En fait, ouais. C'est un autre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Ouais. ouais, c'est différent. Ouais, Moi, je c'est regarde autour de moi tous mes potes. Il n'y en a pas un qui a la même religion, il n'y en a pas un qui a Ouais, c'est les vrai. mêmes origines. Et je te parle de gars avec qui j'ai grandi et que ça fait 20 ans qu'on est ensemble, tu vois. Alors que quand tu regardes dans d'autres pays, bah, tu vois, tu vas en Angleterre. Ouais, non, t'as des quartiers où tu peux rester 4 jours, une semaine, tu vas pas croiser un Anglais blanc, entre guillemets. Ouais, voilà, et exactement. Et puis même les groupes, ça se mélange pas, tu vois. Non, ça se mélange pas du tout. Ils vont dans leurs C'est- écoles, ils ont leurs trucs, leurs codes à eux. Exactement. Et en fait,
je voyais beaucoup de mauvais aspects, enfin, je voyais beaucoup de défauts au communautarisme. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas juste caste. Parce que moi, je trouve que c'est bizarre de caste, Ouais, mettre d'avoir les des gens dans des castes, d'avoir cases. des gens Ouais. dans des cases et tout. Je déteste être dans une case. Et plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en réalité, c'est pas juste être dans une case, c'est juste être avec des gens qui ont des intérêts communs Mm. et finalement, sans juger l'autre, tu Ouais, vois. bien sûr, tu peux. Franchement, tu as tout dit. T'as tout dit. Après, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a ce recul-là et qui a cette façon de penser, qui voit ça de manière apaisée. Ouais, Tu vois. Et moi, justement, quand tout à l'heure on parlait d'immobilier, je te disais, nous, on a un peu les couteaux suisses, on a réussi à vendre à des gens qui ont des profils différents ouais, parce qu'on a ce truc-là. Ça veut dire, moi, je te donne un exemple perso, j'ai des clients, bon, après, des clients, c'est différent, là, on parlait plus de l'amitié, mais on va dire des clients. Et quand bien même la vente se fait pas, mais on a un bon feeling, c'est des franco-français, on va dire. Je peux aller dîner avec eux, je passe une soirée, machin, c'est l'heure de la prière, je me lève, je m'en vais, je reviens. Tu sais, je sais pas, c'est pareil, ça se passe bien, tu vois. ouais. Après, c'est clair qu'il arrivera un moment où, en termes d'activité, etc., ça va, je pense, se séparer, ça va pas être le même délire, mais c'est pas grave en soi, Ouais. tu vois. C'est pas. Il y a voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des activités sur lesquelles, bah, tu vois, que ce soit sportif, que ce Hmm. soit, on peut se retrouver. Et il y a d'autres trucs où effectivement, Ouais, chacun son voilà, truc, quoi. chacun son truc. Moi, en tout cas, j'ai grandi comme ça, donc Hmm. c'était logique. Et c'est vrai que quand je suis venu ici et que je regardais autour de moi, et je me suis dit, mais merde, attends, il n'y a pas un truc qui cloche là Ouais. pourquoi mon entourage a changé d'un coup Hmm. Tu vois, la catégorie de mon entourage a changé. Parce que moi, en France, tu vois, j'ai pas de. C'est la vie qui a fait ça, mais Ouais. j'ai pas de potes rebeux. Ok. Tu vois, j'ai potes renois, j'ai des potes blancs, Ouais. mais j'ai pas de potes rebeux. Je suis le rebeu du groupe, tu vois. C'est moi L'ami arabe, c'est moi lui. le Sam qui conduit, tu vois, tout le C'est monde lui, c'est lui, c'est en lui. soirée quand on sortait, quand on était plus jeune, bien sûr. Mais ici, je me suis dit, ah, c'est bizarre, c'est pas du tout le cas, tu vois. Ah, c'est ouf, hein. Et je me suis posé la question, mais ils sont où ces gens-là? Ils existent. Et effectivement, oui, il y en a, tu vois. Il y a de tout. Il y a toutes les En strates de fait, la société Dubaï, française. c'est marrant. Dubaï, de ce que j'ai vu, Dubaï, c'est pas forcément que communautaire. En fait, Dubaï, c'est pas communautaire. Enfin, ça l'est, c'est grave, ça l'est grave. Mais c'est pas lié aux communautés. Je vais m'expliquer. Par exemple, il y a une période où je sortais beaucoup. Je suis arrivé, j'avais 24 ans, Ouais. donc je suis sorti. Tu Ouais, vois, c'est je suis générationnel pas mal aussi. sorti, ouais. Et en plus, on a eu la chance ou la malchance, je sais pas, mais la plupart des gens qui étaient directeurs de boîtes et choses comme ça, c'était des Français. Ouais, c'est vrai. Vu qu'ils ramenaient des gens de Saint-Tropez, machin, Paris. Donc, ça va, on avait un peu nos plans partout, sans dépenser des max de thunes, on était plutôt bien installés. Et tu t'aperçois que, par exemple, quand tu sors, tu te rends compte qu'il y a plus. Les groupes se forment, c'est plus lié à l'argent qu'à la nationalité. Tu vas avoir une table, il y a un Nigérian avec un Indien, un Saoudien. Ouais. Et des meufs, par contre, c'est toutes Ouais. les nationalités. Ça, c'est. C'est bouquet. Il toutes n'y a les... pas de racisme y a ou de communautarisme. Il n'y a pas de là-dedans. racisme. Mais tu vois, c'est vraiment lié à ça. Et tu vois, par exemple, parfois, je vais faire mon footing à Jumeirah quand la météo me le permet. Tu vois derrière les restos, les mecs qui fument leur clope, qui rigolent entre eux. Bah, c'est les gens de la même catégorie socio-professionnelle. Tu vas avoir un Ghanéen avec un Égyptien, une Philippine. Ouais. Tu vois, c'est des potes parce qu'ils sont peut-être dans la même accommodation, ils bossent dans le même travail, ils ont les mêmes moyens financiers. Ah, donc ça se mélange quand même. Ouais, ça se mélange, ouais, ça se mélange. Quand tu es entrepreneur, c'est différent parce que tu n'as pas de collègues de travail à proprement parler. Mais quand tu es dans le monde du travail, moi j'ai déjà fait des anniversaires. Quand j'ai bossé chez Chaloup, j'ai déjà fait des anniversaires. Ouais, c'est grave mélangé. Ouais. Il y a même des couples qui se sont mélangés. Tu as Ouais, ça, ça, un j'en vois. Libanais marié à une Russe, Ah, exact. Chinois. J'ai vu un Tunisien marié à une Chinoise. J'étais invité à leur mariage et tout. Ouais. Et c'est souvent la catégorie socio-professionnelle qui fait aussi le mélange. Ouais. Ok. Ah, c'est vrai que on est dans une catégorie nous, en tant qu'entrepreneur où on voit pas tout non plus de Dubaï. Mm. Mais c'est vrai que si tu vas dans certaines boîtes, forcément, moi je vois ma femme effectivement. Tu vois, il y avait toutes les nationalités dans sa boîte. Et ouais, c'est vrai que Ouais, tu peux avoir un atome crochet avec un collègue qui est. ouais, bah encore Ouais, heureux, tu vois, encore tu vois. heureux. Mais c'est vrai que quand tu prends de notre prisme à nous, surtout si tu as connu que ça, en tout cas moi quand je suis Ouais. arrivé j'ai connu que ça, je me suis posé beaucoup de questions. Et au début ça m'a dérangé parce que tu vois, moi j'aime pas... Ouais, rester que. Ah ouais, tu vois, tu te dis mais attends... En fait, tu as l'impression que c'est volontaire, qu'on veut te mettre à Ouais. l'écart. En Ouais, fait, je dis non, en fait c'est juste... c'est juste, tu vois, il y a naturel, on va dire. Ouais, c'est ça. Naturel, et puis, mais en fait, il n'y a aucun mauvais aspect là-dedans. Mais en parlant des mauvais aspects, je vais te poser une dernière question quand même.
toi, si tu devais être critique envers Dubaï, Ouais. tu vois, on a parlé des communautés, on a parlé un peu de business, mais globalement, qu'est-ce qui vraiment, le truc qui te dérange le plus à Dubaï et qui vraiment, c'est le truc qui te fait tilter tout le temps et qui t'emmerde, quoi. Elle va te faire rire ma réponse, mais si tu m'avais posé cette question avant de partir en vacances, je crois que la liste aurait été plus longue. Ouais, Et c'est toujours la même marrant, chose. ça. C'est comme une bouteille. Après, peut-être les gens ont ça partout, tu vois. Et elle se remplit, elle se remplit. Je suis parti en vacances. Première semaine, moi j'aime bien la nature. Donc rien que le fait de faire mes footings dans la montagne et tout, j'étais content. Et après, quand j'ai vu, je fais ah ouais, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Je me fais punaise. On est bien quand même. On est bien. Il faut Ouais. que j'arrête de me plaindre. C'est ça le problème. T'oublies facilement. C'est ça. Surtout après un certain nombre d'années, tu t'oublies la chance que tu as quand même d'être ici. Tu Ouais. vois. Et si je devais trouver un défaut, moi, ce qui me gêne le plus, surtout dans le travail dans lequel je suis, c'est j'appelle souvent Dubaï le yes country. C'est-à-dire que quoi, même les gens, quand ils ne le savent pas, personne te dit je ne sais pas. Personne admet qu'il ne sait pas, il va te dire oui. Et moi, maintenant, j'ai appris à lire dans les yeux. Je fais non, mais non, ça se voit que tu sais pas, me dis pas oui. Mec, il dit c'est bon, c'est prêt dans 2 jours, t'inquiète, le papier sort, oui, c'est prêt. Ouais. T'arrives, la commission, c'est telle date, t'es sûr, oui, hop, tu reviens. Le chèque, il a été mangé par le chien, les trucs, c'est la folie. Donc ça, c'est gênant. Les relations, elles sont moins directes qu'en France ou qu'en Europe. Ça peut paraître plus froid en Europe. Le mec, il te dit non, bah non, c'est non. Ou reviens dans 2 mois plutôt que... Le mec, il va dire tomorrow, Inch'Allah, next week. Et il te fait traîner. C'est frustrant. Ouais. Ça te fatigue à la longue. Hormis ça, après... Ça va quand même alors. Ouais, ça va. Après, moi, je suis pas dans ce circuit-là, donc ça va. Mais je sais que les relations hommes-femmes pour les personnes qui sont pas mariées, ça peut être compliqué. Ouais, ça peut vite être malsain. Ça peut être le sujet d'un podcast à lui tout seul. Mais sincèrement, moi, dans mon cas précis, sorti de ça, c'est une super ville. Et un super pays de manière générale. Ok. Bah top. Bah, je te remercie en tout cas. Merci à toi. J'ai kiffé. C'est super intéressant. À refaire alors. Ouais, grave. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder. Et je pense que quelqu'un qui a une expérience comme la tienne, un seul podcast, on ne peut pas tout aborder. Déjà, là, on a bien dépassé. Je te remercie. Merci à toi et je te souhaite une grosse réussite pour ton podcast et Inch'Allah que je reviendrai au 100e épisode. Inch'Allah. Voilà, tu as fait le premier, tu feras le 100e. Avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. Ciao.